Vous êtes en directement d'ICO Télévision et de partout où vous nous suivez. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal dont voici le principal titre. Le gouvernement congolais est monté au créneau pour dénoncer la violation du cessez-le-feu décrété le 30 juillet dernier à Luanda entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La chef de la diplomatie congolaise Thérèse Kayikwamba a décrié ce vendredi 9 août cet état de choses devant les diplomates au ministère des Affaires étrangères. Parti en ordre dispersé à l'élection du bureau définitif du Sénat, l'Union sacrée de la nation traverse une crise pour tenter de sauver le meuble. Le coordonnateur de la famille politique du chef de l'État, Augustin Kabouya, a convoqué une réunion. Cette réunion est prévue vendredi 9 août 2024. Dans l'autre temps, l'élection du bureau définitif est reportée à une date ultérieure. Le franc congolais a connu une stabilité relative depuis quelques semaines. C'est le constat fait par le gouvernement de la République démocratique du Congo et qui a été annoncé jeudi 8 août 2024 dans la soirée après la réunion de conjoncture économique tenue par la première ministre Judith Suminwa. Bonsoir, je l'ai annoncé en titre que le gouvernement congolais est monté au créneau pour dénoncer la violation du cessez-le-feu décrété le 30 juillet dernier à Luanda entre la RDC et le Rwanda. Face aux diplomates, la ministre d'État aux Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayikwamba, a fustigé le jeudi 8 août 2024 à Kinshasa cette énième violation du cessez-le-feu ainsi que la trêve humanitaire. Cette cessation, les hostilités étaient censées entrer en vigueur le 4 août dernier, mais il a tout de suite été violé par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda qui se sont emparés de 3 nouveaux territoires, dont le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Vinigali Junior. La trêve n'aura duré que quelques heures. Les terroristes de M23 soutenus par le Rwanda ont repris les combats et ont pris le contrôle de 3 nouvelles localités dans le territoire de Rutshuru. La chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kayikwamba, a décrié cet état de choses devant les diplomates au ministère des Affaires étrangères. Nous avons aussi l'obligation de porter à votre connaissance des faits graves et dangereux, à savoir que malgré le cessez-le-feu, sur le terrain, les RDF et leurs supplétifs se sont une fois encore illustrés par leur violation de la trêve humanitaire et du cessez-le-feu de Luanda, notamment par l'occupation de 3 localités dans le territoire de Rutshuru, à savoir Nyamilima, Ishasha et Nyakokoma. Dans le même temps, la chef de la diplomatie congolaise a condamné le brouillage des systèmes GPS dans le Nord Kivu, une pratique qui expose de nombreux avions au crash. Le 29 juillet, le gouvernement de la République démocratique du Congo a dénoncé à travers un communiqué de presse des attaques de brouillage des systèmes GPS et d'usurpation d'identité qui affectent l'espace aérien de la province du Nord Kivu, autour en particulier des villes de Goma, Beni, Butembo, Kibumba et Kanyabayonga. Le gouvernement de la République démocratique du Congo se voit dans l'obligation de vous informer, car mieux vaut prévenir des drames qui pourraient subvenir et causer la mort tragique de milliers de passagers civils des compagnies aériennes internationales et nationales qui desservent cette partie de la République démocratique du Congo, suite aux risques et dangers d'éventuels crashs d'avions. Ces actes de trop doivent être condamnés par tous. Ils compromettent gravement la sécurité du transport aérien civil, posant un risque significatif pour tous les vols, y compris les compagnies aériennes commerciales. Dans le but ultime de recouvrer l'intégrité territoriale de la RDC, les autorités congolaises ne doivent pas relâcher l'effort. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante et chef d'un groupe armé opérant dans l'est de la République démocratique du Congo, Corneille Nangaa et ses complices ont été condamnés à mort par la cour militaire de Kinshasa-Gombe le jeudi 8 août 2024 devant le ministre d'État de la Justice. Plusieurs chefs d'accusation ont été retenus à charge de Nangaa et ses complices, dont crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et haute trahison. La cour militaire de Kinshasa-Gombe a aussi ordonné leur arrestation, la confiscation de ses biens. Ranta lui est là pour le commentaire. 2 semaines après l'ouverture du procès de Corneille Nangaa et ses complices, la sentence est tombée.
L'ancien président de la centrale électorale et ses compagnons en fuite ont écopé de la peine de mort pour crime de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison après avoir été jugés par contumace. C'est une peine capitale qui a été prononcée ce jeudi par la cour militaire de Kinshasa-Gombe, se basant sur le réquisitoire du ministère public qui a accusé le prévenu d'entretenir de liens avec une puissance étrangère, le Rwanda et les terroristes du M23 pour entreprendre des actes de violence et pillage contre les populations civiles et aussi avoir porté atteinte à l'intégrité territoriale de la RDC. Dans son jugement, le président de la cour militaire a reconnu Corneille Nangaa coupable de tous les faits mis à sa charge et l'a condamné à la peine capitale. À la question de savoir s'il peut lui être appliqué une sanction pénale, à la majeure des voix de ses membres, la communauté de Kinshasa-Gombe répond oui. En conséquence, les condamne par défaut à la peine de mort, à la participation à un mouvement insurrectionnel, par défaut à la peine de mort pour crime de guerre et enfin par défaut à la peine de mort pour trahison. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, retient l'unique peine la plus forte, soit la peine de mort. Ordonne son arrestation immédiate. Ordonne la confiscation de ses biens, tels que consignés dans le procès verbal, et mis sous séquestre au profit de l'État congolais. La peine prononcée contre les accusés reconnus coupables de crimes contre l'humanité ne réjouissent pas toutes les parties. Les avocats de la défense ont promis de faire appel de ces verdicts. Et donc, mon impression par rapport au prononcé, c'est juste la déception. La déception, d'autant plus qu'il y a des cas pour lesquels la Cour devrait quand même réfléchir avant de prononcer la peine de mort. Mais malheureusement, la Cour est allée en sourdine, quoi. C'est ça notre déception. Mais bon, de toute façon, puisque nous avons la possibilité de relever appel, nous irons demain, on va relever appel et puis bon, voilà, on va attendre la suite. Ce procès qui a débuté le 24 juillet 2024 a vu 25 personnes être poursuivies aux côtés de Corneille Nangaa, chef de file du groupe armé AFC allié de M23. Seuls 5 accusés étaient présents au tribunal qui siégeait en audience foraine à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa. Les prévenus Eric Kuba, cofondateur de l'AFC, Bishori Safari Luc, Kangia Nia Macho alias Microbe et Samafu Makinu Nikes et Nanga Baseane ont tous écopé de la peine de mort. Les autres considérés comme en fuite ont été jugés par défaut. Il en est de même pour Bertrand Bissimois, le président de la branche politique du M23, et Sultani Makenga, les commandants militaires de ces groupes terroristes, ont été aussi condamnés pour crimes de guerre. Ils ont été reconnus coupables d'enrôlement d'enfants mineurs et d'homicide volontaire. 17 autres prévenus, dont le major Willy Ngoma, porte-parole militaire de rebelles, ou encore l'ancien député Jean-Jacques Mamba, ont été condamnés pour le même motif. Constant Mutamba, ministre de la Justice, qui était présent à ces procès, se réjouit de ces verdicts. Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement heureux de ce long processus d'instruction juridictionnelle. C'est donc ici le lieu de féliciter vivement la justice militaire congolaise pour avoir réussi à travailler dans un temps record dans ce procès et avoir rendu le bon droit, avoir dit le bon droit, avoir réparé moralement toutes les victimes dont les vies ont été fauchées par le fait de l'agression, de la rébellion entretenue, soutenue par le criminel Paul Kagame, avec des traîtres Corneille Nangaa et ses complices. Cette condamnation à mort intervient dans un contexte sécuritaire très tendu dans l'est de la RDC. Constant Mutamba, ministre de la Justice et garde de Sceaux, et les autorités congolaises ont voulu donner un signal fort contre toute tentative de déstabilisation de la RDC. Les violences et pillages de ressources minières continuent dans l'est de la RDC à travers les différents groupes armés qui sèment terreur et plusieurs victimes parmi les populations civiles, dont la plupart sont les femmes et les enfants.
Autre chose à présent, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumba, s'est entretenu le jeudi 8 août 2024 avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, maître Jacquemain Chabani, accompagné d'une forte délégation de haut commandement de la police nationale congolaise. Le représentant de la Chambre basse du Parlement a reçu des assurances sur le renforcement de dispositifs sécuritaires au siège du Parlement congolais qui demeure et reste un lieu inviolable. Justine Massiala nous en dit plus. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumba Moussaou, a échangé jeudi 8 août 2024 avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani Louko, à la tête d'une forte délégation du haut commandement de la police nationale congolaise. Par le canal du vice-premier ministre de l'Intérieur, le gouvernement congolais est venu rassurer le Parlement du renforcement des dispositions sécuritaires au Palais du Peuple au lendemain de troubles qui ont émaillé ces temples de la démocratie le mardi 6 août dernier. Les élections au Sénat et les activités de l'Assemblée nationale ne seront jamais perturbées, a rassuré Jacquemain Chabani, qui révèle que les responsabilités seront établies quant aux incidents de mardi et les coupables seront sanctionnés. Bon, principalement faire part aux responsables des deux chambres de notre soutien, du soutien du gouvernement par rapport aux événements tristes, malheureux et condamnables qui se sont passés ici dans un lieu mythique et respectable, une représentation de la République, et aussi les rassurer de l'implication non seulement du gouvernement mais de la police nationale à les sécuriser davantage. Nous sommes conscients qu'il y a un calendrier électoral au niveau de la Chambre haute. Il était important pour nous d'avoir cette communication avec le bureau du Sénat pour les rassurer aussi que ces élections vont se dérouler dans la sécurité la plus totale. Il était aussi important pour nous d'avoir leurs opinions, de savoir exactement ce qui s'est passé, parce que il va falloir aussi identifier les responsabilités des uns et des autres et de sanctionner pour que plus jamais cela ne puisse se répéter en République démocratique du Congo. Il y a des mesures qui sont déjà prises, la police nationale travaille, il y a des mesures sécuritaires qui sont prises et qui sont exécutées. Maintenant, c'est un hémicycle. Il est question de renforcer la sécurité pour que les sénateurs et même les députés nationaux puissent faire leur travail en toute sécurité. C'est un geste de réconfort salué par le vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumba, se réjouit de la réponse rapide du gouvernement qui appelle à veiller que le palais du peuple reste un lieu inviolable. Les préparatifs de la rentrée parlementaire prévue le 15 septembre prochain exigent un environnement serein qui nécessite que les mesures sécuritaires soient renforcées et bien assurées, a renchéri le premier vice-président de la Chambre basse. Nous sommes rassurés. Parce que ce que nous avons vécu ici avant-hier était plus ou moins terrifiant pour l'inquiétude du travail que nous réalisons au quotidien. Ici, c'est un lieu symbolique pour le fonctionnement de notre démocratie. Il n'est nullement pas permis que ce genre de choses se répètent à cet endroit. La présence du VPM ici, c'est une garantie pour nous. Nous avons évoqué les failles intervenues notamment dans la sécurisation de bâtiments et des locaux de l'Assemblée nationale et qu'il nous a confié qu'il avait pris toutes les mesures pour que ceci ne se répète pas, notamment en commençant par le déroulement aisé des échéances électorales au Sénat d'ici samedi, mais aussi la suite avec les perspectives de la rentrée parlementaire, de notre fonctionnement harmonieux pour la tenue des plénières. Nous sommes amplement rassurés et nous remercions le VPM qui a pris de son temps pour se déplacer ici et avec la délégation du haut commandement de la police nationale qui nous a aussi rassuré que désormais nous allons travailler en toute quiétude et que nous serons épargnés de situations telles qu'elles s'est déroulées ce jour-là.
Avant cette rencontre à l'Assemblée nationale, le vice-premier ministre de l'Intérieur a commencé par le Sénat où il a rassuré le bureau provisoire de mêmes mesures sécuritaires. Quittons l'Assemblée nationale pour le Sénat où la campagne électorale pour le candidat du bureau définitif initialement prévue pour ce vendredi 9 août est reportée à une date ultérieure. Par conséquent, l'élection prévue pour ce samedi l'est aussi. Ce nouveau report est dû aux problèmes sécuritaires et techniques. C'est ce qu'a annoncé le deuxième secrétaire, allais-je dire, du bureau d'âge à travers un communiqué rendu public ce vendredi. Ranta Luyela. Initialement prévue pour ce vendredi 9 août 2024, la campagne pour l'élection du bureau définitif du Sénat est reportée à une date ultérieure. C'est ce qu'indique le premier secrétaire du bureau provisoire dans un communiqué publié ce vendredi 9 août dans la matinée. D'après les sénateurs Ivan Kazadi, ces reports de trop est dû aux problèmes techniques et sécuritaires. Cette annonce 2 jours après les incidents survenus au Palais du Peuple lors du dépôt de la candidature de Idrissa Mangala, candidat aligné par l'UDPS Tshisekedi à la présidence du Sénat. 2 camps de militants de l'UDPS se sont affrontés, causant d'énormes dégâts matériels. Consécutivement à de problèmes d'ordre sécuritaire et logistique, la séance plénière de ce vendredi 9 août 2024, consacrée à l'audition de messages de campagne des candidats aux différents postes du bureau définitif du Sénat est reportée à une date ultérieure, dit le communiqué du Sénat, tout en rassurant qu'un nouveau calendrier réaménagé sera bientôt publié. Selon la liste définitive publiée par le bureau d'âge du Sénat, sur les 20 candidatures reçues, une seule a été rejetée au poste des questeurs. C'est la candidature de la sénatrice Mouleka Bajikila Florence du regroupement politique Alliance des Tshisekedistes unifiés et alliés. Celle de Pascal Omana au poste des questeurs adjoints initialement sous réserve a été définitivement confirmée. 19 candidatures retenues au total pour 7 postes du perchoir des 7 chambres de sages. L'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat vont automatiquement marquer la fin de la session extraordinaire inaugurale ouverte par la mise en place du bureau d'âge du Sénat. Dans le même chapitre, l'Union sacrée de la Nation peine à s'accorder pour un ticket commun pour l'élection de membres du bureau définitif du Sénat. Pour tenter de sauver le meuble, le coordonnateur de la famille politique du chef de l'État, Augustin Kabouya, a convoqué une réunion. Cette réunion est prévue pour le vendredi 9 août 2024. Une réunion qui a pour objectif de finaliser le ticket de l'Union sacrée pour le bureau définitif du Sénat. Un commentaire signé Vinigali Junior. Tous les présidents et présidentes de partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la Nation ayant au moins un sénateur dans la chambre haute du Parlement sont conviés à une séance de travail ce vendredi 9 août 2024. C'est ce qui ressort du communiqué du coordonnateur national de l'Union sacrée de la Nation, Augustin Kabouya Chilumba, signé ce vendredi à l'intention du présidium de cette plateforme politique au pouvoir. Pour lui, cette séance de travail consistera à finaliser les divergences puis dégager le ticket de l'Union sacrée de la Nation au bureau définitif de la Chambre haute du Parlement congolais. Selon le communiqué, cette réunion conjointe aura lieu au bureau du secrétariat général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS Tshisekedi, 6 au numéro 3 de l'avenue Révolution, quartier Sosimat, de la commune de la Gombe à Kinshasa. Pour rappel, cette séance de travail est la deuxième où tous les membres de partis politiques au pouvoir devront taire leurs intérêts privés et personnels afin de privilégier l'intérêt public pour le bien-être de la population congolaise. Parlons économie à présent, le franc congolais a connu une stabilité relative depuis quelques semaines. C'est le constat fait par le gouvernement de la République démocratique du Congo et qui a été annoncé jeudi 8 août 2024 dans la soirée après la réunion du comité de conjoncture économique tenue par la première ministre Judith Suminwa. Avec la première ministre, le membre du bureau du comité de conjoncture économique ont examiné la question relative à la situation économique et financière, plus particulièrement le taux d'échange et la réduction des prix du produit de première nécessité. Regardez. Le gouvernement, à travers le ministère des Finances, le ministère du Budget et la Banque centrale, Madame la gouverneure est à nos côtés, ces deux pôles ont pris toutes les mesures nécessaires pour stabiliser la valeur du franc congolais. Vous avez certainement noté que sur le marché de change, le taux de change n'a pas varié dans des proportions
très importante. C'est parce qu'il y a eu un effort de resserrement du budget, de resserrement des dépenses publiques pour une meilleure qualité de la dépense publique, mais aussi pour une meilleure répartition des dépenses publiques à travers le territoire national. Nous voulons interpeller ces différents secteurs d'activité, qu'il s'agisse des banques commerciales, qu'il s'agisse des maisons commerciales dans des secteurs comme les chaînes de froid, les chambres froides, ou encore les sociétés de télécommunications qui ont leur propre taux et qui donc anticipent que le franc congolais va continuer à se déprécier et imposent des taux qui sont totalement différents de ceux que l'on trouve sur le marché interbancaire ou même sur le marché parallèle où le Congolais lambda, le citoyen congolais lambda va échanger dans la rue ou auprès de bureaux de change. C'est la raison pour laquelle, en plus du fait que nous allons continuer les efforts qui ont été entamés au niveau de la Banque centrale et au niveau du Trésor, il y a des opérations de contrôle qui vont être effectuées pour que les différents opérateurs économiques reviennent à la raison, cessent de spéculer sur le franc congolais. Le centre culturel et artistique de l'Afrique centrale situé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a été inspecté le jeudi 8 août 2024 par la première ministre Judith Suminwa. C'est pour s'assurer de la fin des travaux de construction et de finissage de cet édifice public que la première ministre a effectué une visite. Au terme de son inspection, la première ministre a annoncé que l'inauguration de ce centre culturel pourrait intervenir avant la fin de ce troisième trimestre. Suivez son propos. C'était plutôt de voir comment ce centre culturel qui va permettre de développer l'expression de la culture de la République démocratique du Congo, la culture congolaise, comment on va pouvoir s'exprimer à travers ce bâtiment, comment tout ça est mis en place pour assurer qu'on puisse déjà l'inaugurer très rapidement et qu'ensuite les activités qui sont liées à ce centre, je veux dire par là que ce soit un théâtre avec une scène qui va pouvoir être utilisée, comment on appelle ça, un centre, une capacité d'avoir un site d'enregistrement de la même manière qu'on va avoir l'INA avec des salles de classe, des auditoires et un centre d'hébergement. Tout ça, c'est juste pour assurer qu'on puisse vraiment aller vers la promotion de la culture de l'art, mais toute autre activité créatrice. Et ça pourra aussi être un centre d'activité qui pourra générer un certain nombre de ressources pour le développement de notre pays. Normalement, c'est prévu d'ici la fin du troisième trimestre. Madame la ministre de la Culture est en train de travailler sur ça d'un point de vue réglementaire pour assurer qu'on va avoir l'unité de gestion et que ce soit d'un point de vue procédure fait de manière correcte. En parlant des infrastructures, lancement le jeudi 8 août 2024 à Goma, au Nord Kivu, des travaux de construction de la voirie alentour de la Petite et Grande Barrière. C'est le gouverneur militaire intérimaire, le général-major Peter Chirimwani Kuba, qui a donné le coup d'envoi de ces travaux exécutés par l'entreprise NET. Le coût de ces travaux est évalué à plus de 2 millions de dollars américains. Suivez. Ces travaux consistent au pavage de routes autour de la Grande et la Petite Barrière à la frontière est avec le Rwanda. Devant l'autorité militaire du Nord Kivu, le directeur provincial de l'Office des voiries et drainage, Timothée Soumaïli, a précisé que ces travaux faciliteront la fluidité dans la circulation routière et les mouvements de petits commerçants et de la population riveraine. Les travaux que nous aurons bientôt l'honneur d'assister au lancement par son Excellence Monsieur le Gouverneur de province couvre un linéaire total de 5070 mètres, dont 3200 mètres pour les axes donnant accès à la Petite Barrière, où nous nous retrouvons, avec une largeur moyenne de 6,5 mètres et 1870 mètres pour ceux donnant accès à la Grande Barrière, avec également une largeur moyenne
de 6,5 mètres. Tout ceci vise à faciliter la fluidité du trafic dans les quartiers environnant les zones frontalières de la Grande et Petite Barrière dans la ville de Goma. Et aussi de faciliter le mouvement des petits commerçants transfrontaliers, plus particulièrement les personnes à mobilité réduite. En dehors de routes en pavé, de laves taillées, l'entreprise qui exécute ces travaux va également procéder à la construction des trottoirs et des canalisations des eaux des pluies. En ce qui concerne la consistance des travaux, il sera réalisé les travaux ci-dessous. Déblayage et reprofilage du terrain naturel en vue de préparer la plateforme de la chaussée, pose de remblai en tout venant volcanique par endroit, pose de la couche de fondation en scorie volcanique, pose de bordure, pose de la couche de roulement en pavé de pierre taillée volcanique, aménagement des puisards, aménagement des filets d'eau pour drainer les eaux de ruissellement, construction de caniveaux sur certains endroits et enfin aménagement des trottoirs pour passage piéton. Moderniser la ville de Goma est l'un des piliers du chef de l'État, a souligné le gouverneur militaire AI du Nord Kivu. Ces travaux de modernisation de la voirie faciliteront l'accessibilité de la population riveraine aux postes frontaliers, petites et grandes barrières. L'essence, vous le voyez, nous sommes dans la poursuite de la modernisation de la ville de Goma. Vous aviez constaté que la Banque mondiale est en train de nous construire un marché transfrontalier. Ici derrière nous, nous sommes en train d'aménager le marché de Kaembe et donc on doit essayer d'améliorer la voirie de ces quartiers pour que l'accessibilité soit facile. La population riveraine doit s'approprier tout ce que nous sommes en train de faire comme travaux parce que nous devons matérialiser la vision du chef de l'État qui est la modernisation des villes et des territoires. Et malgré la guerre, nous ne pouvons pas baisser les bras, nous devons faire le développement parce que nous savons que tout début a une fin, la guerre va se terminer et le développement va se poursuivre. Le gouverneur militaire rassure la population du Nord Kivu que le président de la République ne ménagera aucun effort pour la restauration de la paix dans cette partie du pays et la sécurité dans des zones sous occupation. Et pour finir, l'ancien président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou, est décédé jeudi 8 août à Paris à l'âge de 77 ans. Le Camerounais a passé 30 ans de sa vie au service du football continental dont il avait fini par être une figure emblématique. Diane Bonga pour plus de détails. Le natif de Gawa, ancien footballeur, est l'homme qui a dirigé la CAF entre 1988 et 2017, où il avait perdu des élections face au malgache Ama Ahmad. Issa Hayatou, ancien président de la CAF, a tiré sa révérence jeudi 8 août 2024 à Paris. Issa Hayatou aura fortement contribué à une transformation significative de football africain avec à la clé une reconnaissance mondiale. Il a été à la base de l'expansion de la Coupe d'Afrique des Nations, l'inclusion d'un plus grand nombre d'équipes africaines à la Coupe du Monde de la FIFA et le renforcement des infrastructures de football à travers le continent. Que son âme repose en paix. Et c'est par ces tristes nouvelles que nous mettons fin à cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, voici le principal titre. Le gouvernement congolais est monté au créneau pour dénoncer la violation du cessez-le-feu décrété le 30 juillet dernier à Luanda entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La chef de la diplomatie congolaise Thérèse Kayikwamba a décrié ce vendredi 9 août cet état de choses devant les diplomates au ministère des Affaires étrangères. Parti en ordre dispersé à l'élection du bureau définitif du Sénat, l'Union sacrée de la nation traverse une crise pour tenter de sauver le meuble. Le coordonnateur de la famille politique du chef de l'État, Augustin Kabouya, a convoqué une réunion. Cette réunion est prévue vendredi 9 août 2024. Dans l'autre temps, l'élection du bureau définitif est reportée à une date ultérieure.
Le franc congolais a connu une stabilité relative depuis quelques semaines. C'est le constat fait par le gouvernement de la République démocratique du Congo et qui a été annoncé jeudi 8 août 2024 dans la soirée après la réunion de conjoncture économique tenue par la première ministre Judith Suminwa. Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Mondico Télévision. Une pensée en écrit.